Bon, bonjour à tous. Je suis Pierre Higuert, responsable de la société SVSI et spécialiste de solutions GED. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous vous donner un premier aperçu de la toute nouvelle solution de gestion de documents techniques spécialement étudiée pour le cloud et éditée par la société Accruent qui, comme vous le savez, édite également la solution Meridian. Donc aujourd'hui, c'est notre tout premier webinaire concernant Redeye et ce sera suivi d'un certain nombre d'autres webinaires beaucoup plus précis qui permettront de rentrer dans le détail des différentes fonctionnalités du produit. Deux, trois mots, enfin voilà le planning de la journée, hein. On va deux mots pour vous présenter SVSI. Ensuite, je vous présenterai rapidement les grandes lignes du périmètre fonctionnel de Redeye. Un petit aperçu de la solution, on va vous montrer un petit peu à quoi ressemble l'interface du logiciel et les principales fonctionnalités. C'est surtout à ce stade pour vous montrer la simplicité du produit. Et puis, bien entendu, nous serons ouverts à une série de questions-réponses à la fin de ce webinaire. Donc, tout d'abord, à propos de SVSI, notre activité consiste principalement à implémenter des solutions de gestion de documents techniques. Donc, nous commercialisons le logiciel Meridian depuis les débuts, on va dire, depuis très longtemps, depuis 2000, qui est la date de démarrage de Meridian, et puis bien avant avec les solutions qui ont précédé Meridian. Et aujourd'hui, nous commercialisons également le nouveau produit d'Accruent nommé Redeye, qui est donc une solution vraiment entièrement basée sur le cloud de gestion de documents techniques. Nos activités ne se bornent pas à la commercialisation des logiciels. Nous proposons tous les services qui sont liés à ces logiciels, notamment des services de consulting, de développement, d'audit. Nous savons bien sûr réaliser l'intégration de ces logiciels dans des environnements complexes et, si besoin, et on évite en général de le faire, recourir à des développements spécifiques pour remplir des missions euh, techniques complexes. Nous avons également une spécialisation, et heureusement parce que c'est nécessaire lorsqu'on traite de la gestion documentaire, nous avons des compétences en termes de traitement et de gestion de données. Et bien entendu, on requiert souvent nos services pour faire des importations massives de documents d'un système à un autre. Voilà, donc ça c'est le gros de nos activités. Et juste deux, trois mots sur SVSI, hein. SVSI est une société qui a été créée en 1994, qui est basée à Fondettes, qui est à côté de Tours. Et donc, nous avons le plaisir cette année de fêter nos 30 années d'existence et d'expérience sur ces sujets. Nous sommes partenaires Accruent depuis maintenant, depuis le début, hein, depuis l'an 2000, même si avant Accruent, c'était une société qui s'appelait Blue Cielo. Passons directement à Redeye. Non, j'oubliais, je voulais quand même que vous ayez une petite idée des clients avec lesquels nous travaillons au quotidien et chez lesquels nous avons implémenté différentes solutions de gestion documentaire, principalement Meridian. Comme vous le voyez, on touche à peu près à tous les domaines, du bâtiment à l'ingénierie, de l'industrie publique, industrie privée. Bref, il n'y a pas vraiment de limite. On travaille également avec la recherche scientifique, avec la santé, avec la pharma, l'électronique. Voilà. Donc, vous avez quelques logos qui vous montrent quelques-uns de nos clients. Il en manque un certain nombre que nous n'avons pas forcément le droit d'afficher. Passons donc à Redeye, rapidement pour avoir une petite idée des fonctionnalités clés de Redeye. Donc, c'est une solution de gestion des informations techniques. Alors, nous nous marquons pour les industries et gestionnaires d'assets. C'est vrai que ça s'applique avant tout à l'industrie, mais il y a également des clients dans le tertiaire pour de la gestion principalement de bâtiments. Donc, l'objectif, comme n'importe quelle solution de gestion documentaire, c'est de dématérialiser la documentation technique ici et de centraliser, sécuriser ces données. Les fonctionnalités clés, donc centralisation, bien sûr, mais également la collaboration, très important, puisque si on partage les documents sur un point central, c'est pour que beaucoup de différents intervenants puissent y accéder et puissent éventuellement intervenir à différents niveaux. On va rentrer dans le détail, bien sûr, de ces possibilités. Le but aussi, c'est d'avoir une totale visibilité de tout ce qui s'est passé au niveau de la documentation, donc une historisation, une gestion des versions.
de pouvoir également prouver que nous respectons des exigences réglementaires. Il y a beaucoup d'industries qui réclament un certain nombre de preuves, principalement en pharma, hein, donc c'est important. Et le logiciel a également été conçu pour permettre des interfaces aussi bien au niveau des bureaux d'études que sur le terrain, à l'aide de tablettes ou de téléphones mobiles. Et bien que ce soit une solution en mode de SaaS, elle reste néanmoins très ouverte et capable de se connecter au reste de l'environnement informatique des sociétés et permet des intégrations avec des outils d'ERP, avec des GMAO surtout, et également avec des systèmes d'information géographique. Bon, pourquoi on installe un système de gestion de documents techniques? Évidemment, on peut assez facilement calculer un retour sur investissement de ce type de solution. Non seulement on a des gains de temps qui sont considérables lorsqu'il s'agit de rechercher, de retrouver les documents, mais en même temps, on gagne également énormément de gains puisque ça peut éviter beaucoup d'erreurs, parce on veut être sûr de tomber toujours sur le bon document à jour, qui correspond exactement autant que possible à ce qui se passe sur le terrain. Donc, rien qu'avec les possibilités de recherche et les capacités d'éviter des erreurs, on a un retour sur investissement qui s'effectue très rapidement. Alors, qu'est-ce qu'on trouve également exactement dans Redeye? Quels sont les points clés de la solution? Bah, pour commencer, bien sûr, la notion d'une interface centralisée et sécurisée qui est 100% dans le cloud. Je vais revenir sur ces différents points un peu plus en détail. C'est une solution qui est optimisée pour la collaboration, et on va voir aussi bien en amont qu'en aval, c'est-à-dire en amont dans la phase d'étude qu'en aval dans la phase d'exploitation. C'est une interface qui est conviviale et efficace. Donc le but du jeu, c'est que les utilisateurs n'aient pas besoin de beaucoup de formation pour pouvoir s'en servir, donc que ce soit aussi intuitif que possible. C'est une solution qui est capable de piloter le cycle de vie des documents, c'est le minimum, c'est-à-dire de la création jusqu'à éventuellement la mise en service et puis même au-delà, la dépose. Et c'est donc une solution, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui s'intègre facilement au reste de l'environnement informatique des entreprises. Si je passe en détail ces différents points, donc c'est une centralisation via une interface SaaS, donc dans le cloud. L'hébergement se fait sur Microsoft Azure, donc en principe, ça ne devrait pas poser trop de problèmes pour accepter ce type de solution dans beaucoup d'entreprises, lesquelles utilisent très souvent déjà Office 365, Outlook, SharePoint, qui sont également des solutions en mode SaaS qui utilisent le même environnement Azure. Bien sûr, on peut choisir la région, c'est obligatoire, vous n'êtes pas obligé d'avoir vos données hébergées aux États-Unis, donc les données peuvent être hébergées en Europe, par exemple en Irlande ou aux Pays-Bas, ou dans d'autres géographies. La solution respecte la norme ISO 27001, qui est assez connue pour tout ce qui concerne cette gestion des données. Donc, offre bien sûr une source de documents unique et centralisée, donc pas de risque d'erreur, et donc facilement accessible puisqu'il suffit d'un navigateur web ou d'une application mobile, puisque c'est compatible avec iOS et Android. Je disais que c'était une solution qui était conçue pour la collaboration. Donc, le logiciel est conçu pour la collaboration, donc aussi bien en interne, hein, donc les différents intervenants de l'entreprise qui a mis en place Redeye peuvent intervenir sur les documents, les annoter, émettre des commentaires, engager des nouveaux workflows. C'est également valable puisqu'on a dans une solution cloud, c'est beaucoup plus facile pour ouvrir l'ensemble des données aux prestataires avec lesquels on travaille. En amont, dans les phases d'études, lorsqu'on a des projets, puisqu'on travaille très régulièrement avec des entreprises, des ingénieries qui sont spécialisées dans différents domaines. Pendant les phases travaux aussi, parce qu'à ce moment-là, ce sont les entreprises qui interviennent et qui vont produire des documents d'exécution. Et enfin, et des DOE à la fin. Et bien sûr, en exploitation, lorsque les équipements, les installations sont mises en service, et bien sûr que les équipes de maintenance doivent pouvoir effectivement y accéder. Et là, on verra qu'on va assez loin, puisqu'on arrive également à connecter excusez-moi, Redeye, c'était déjà le cas avec Meridian, avec des outils de GMAO. Voilà, donc qu'est-ce qu'on trouve dans ce logiciel? On trouve beaucoup d'outils de commentaires et d'annotation. On a également, une des particularités du logiciel, c'est de produire automatiquement des fichiers PDF à partir des documents natifs.
ce qui permet d'offrir des fonctionnalités de visualisation sans pour autant partager nécessairement les fichiers natifs, ce qui contribue au maintien de la propriété intellectuelle. Et puis, le logiciel offre beaucoup de possibilités de segmentation. Il est très facile de pouvoir créer ce qu'on appelle des groupes dans Red et de pouvoir séparer les documents et de faire en sorte que les personnes qui interviennent sur la solution ne voient que les documents auxquels ils sont censés avoir accès. C'est un logiciel qui est convivial et efficace. Vous allez voir, c'est une interface qui est simple, qui est conviviale, qui est épurée, qui est adapté au format mobile, donc l'utilisateur n'est pas perdu lorsqu'il passe de son PC à sa tablette, qui propose à peu près tout ce qu'on peut imaginer en termes d'outils de navigation, de recherche, de filtrage, avec des recherches sur les métadonnées, des recherches plein texte, des recherches également sur les textes qui sont sous forme d'images, parce qu'il y a des outils d'OCR, donc de reconnaissance optique de caractères, intégrés au logiciel. Donc la notion de groupe, j'en ai déjà parlé, ce qui permet également de faire en sorte que les personnes ne voient que ce qui les concerne. Et l'outil offre également des possibilités de géolocalisation. Il nous permet donc de nous connecter avec la cartographie et d'accéder aux documents à travers une carte. On fera un petit exemple tout à l'heure. Le logiciel a bien sûr comme vocation principale de suivre la vie complète des documents. Pour cela, il y a un concept clé dans Red qu'on appelle l'artefact. Donc l'artefact, donc il fallait bien donner un nom, hein, parce qu'on ne parle pas de fichier, on ne parle pas de documents, on parle d'artefact. L'artefact, ça regroupe le fichier dans son état actuel. Il met également tout l'historique de ce fichier, les différentes révisions successives, et également toutes les annotations qui ont pu être faites sur ce document, annotations et commentaires. Et tout ça avec une timeline, avec une ligne dans le temps, ce qui nous permet de nous promener directement dans le temps pour retrouver l'état d'un document à l'instant T. Voilà, on a bien sûr une gestion des révisions, ça, on s'en doutait un peu. Un flux de travail, donc on a un outil qui nous permet de dessiner directement, on peut le dire, un flux de travail pour se conformer strictement au processus qui existe dans les différentes entreprises où l'on implémente la solution. Il a également une fonctionnalité qui est très attendue lorsqu'on s'adresse à l'industrie, c'est la capacité d'ingénierie concurrente, c'est-à-dire de pouvoir gérer des documents impactés par plusieurs projets simultanément et éviter justement les problèmes de collision. Lorsque deux documents sont modifiés dans deux projets différents, il faut pouvoir s'assurer que le logiciel va piloter correctement la fusion des modifications au moment des mises en service. Donc, ces outils-là existent et ont été implémentés dans le logiciel. Donc, on a la possibilité donc, de créer des workflows complexes et qui répondent exactement aux besoins spécifiques de chaque entreprise. Enfin, l'intégration. Donc, l'intégration, c'est vraiment un point clé de Red Hat, qui le distingue de pas mal de ses concurrents. Donc, nativement avec des outils de gestion de maintenance, de GMAO. Le but du jeu, c'est de pouvoir, depuis l'outil de GMAO, pouvoir d'un simple clic retrouver les documents en relation avec un tag, avec une étiquette d'un équipement, par exemple. C'est fait de manière native avec un autre outil, Maintenance Connection, qui est l'outil de GMAO, qui est également édité par Accruent. Mais le système s'intègre aussi bien avec d'autres outils de GMAO, à vrai dire avec n'importe lequel, même si effectivement pour un certain nombre d'entre eux, beaucoup de choses sont déjà pré-programmées, comme pour Maximo, SAP, Ultimo, Carl, en France, très utilisé en France, Hexagon EAM, etc. Mais le système s'intègre également avec des outils de cartographie, avec des SIG, et ce qui permet donc de faire un repérage géographique des documents avec des coordonnées, voir, parce que par défaut, donc, vous verrez qu'on peut simplement utiliser Google Maps, auquel cas les coordonnées, ça fonctionne, mais on peut également interfacer l'outil avec des SIG plus complets, ArcGIS, QGIS, MapInfo, etc. Et à ce moment-là, bien sûr, on peut gérer beaucoup d'autres métadonnées que simplement les coordonnées, et puis travailler par couche, par altitude, et par toute segmentation géographique que l'on peut imaginer. Et bien sûr, il y a une API qui est assez riche et qui permet d'envisager beaucoup d'autres intégrations avec des ERP ou d'autres éléments. J'ai juste quelques copies d'écran ici pour parler un petit peu de ces intégrations, parce qu'on n'aura pas le temps de le voir directement pendant la démo. Ici, vous avez une intégration, par exemple, avec un outil de GMAO. Vous voyez sur l'écran de gauche
que l'utilisateur est en train de consulter la fiche correspondante à un équipement, donc une pompe, et il a un bouton tout en haut qui s'appelle Lancer Red et qui va lancer directement la page web de Red avec une recherche directe sur les artefacts en fait, qui sont en relation avec le tag. Donc c'est une façon d'intégrer. On peut aussi avoir une intégration beaucoup plus qui ne nous lance pas forcément une autre fenêtre, mais qui nous permet d'ouvrir simplement une fenêtre comme ça en pop-up directement par-dessus l'outil de Gmao pour avoir de la même manière les documents en relation avec un tag. Ici, par exemple, avec un écran maximum. Voilà. Et avec la partie SIG, hein, donc on peut avoir une interface également du même acabit, c'est-à-dire retrouver un élément sur une cartographie et poser la question. On peut modifier le menu de manière à effectivement retrouver les documents qui sont en relation avec cet emplacement géographique, avec éventuellement tous les filtrages géographiques qu'on pourrait avoir en amont. Voilà, pour avoir une petite idée, on va dire, du périmètre de Red Eye, vous voyez qu'on va s'intéresser aussi bien aux phases d'études et de conception et de construction, donc les phases amont, auquel cas Red Eye peut facilement donc s'intégrer avec des outils de dessin comme AutoCAD ou d'autres outils 3D, voire Revit, et peut bien entendu permettre des connexions, des communications avec des ingénieries externes. Donc voilà. Donc tout ça, c'est tout ce qui se passe en amont. Donc Red Eye est utilisable. Et tout ce qui se passe en aval, une fois que les installations sont mises en service, sont toujours dans le même logiciel et donc et peuvent être accédées par les personnes chargées de l'exploitation et de la maintenance. Donc le fait qu'ils soient ouverts à l'extérieur, dans une solution cloud, évidemment, facilite largement ce schéma. Voilà, donc ça c'était juste rapidement un petit tour du périmètre fonctionnel de Red Eye pour que tout le monde puisse avoir une petite idée de à quoi ressemble cet outil. Je vais juste vous faire une petite présentation, un aperçu de la solution. Je vais juste switcher sur un autre écran. Voilà. Voilà, ici vous avez donc pour la première fois en France un aperçu donc de la page de démarrage de Red Eye lorsque vous vous connectez, une fois que vous vous êtes authentifié. Les méthodes d'authentification sont traditionnelles, hein, c'est du SAML, c'est du single sign-on. Voilà, une fois qu'on est connecté, on peut directement donc naviguer. Lorsqu'on arrive la première fois sur le système, automatiquement, le système va vous placer sur cette fenêtre et vous allez avoir accès immédiat aux derniers documents. Alors, d'une part, ici à vos favoris, hein, ce sont les documents que vous avez, vous voulez garder sous la main, et vous avez également en dessous la liste des documents que vous avez consultés récemment. Comme ça, évidemment, on ne perd pas de temps dès qu'on a quitté la solution. Quand on revient dessus, on retrouve tout de suite les artefacts. Enfin, excusez-moi, je n'utiliserai plus le terme document, il faut que je m'habitue à utiliser le terme artefact euh, pour arriver directement sur ces artefacts. Sur la partie gauche, vous avez un menu qui est finalement qui est assez simple, hein, voilà, le but du jeu, c'est que l'utilisateur ne soit pas perdu et on va directement trouver les fonctions principales de l'outil. En tout premier lieu, la fonction de recherche. Il est vrai que lorsqu'on met en place un outil de gestion documentation technique, là où on a le plus d'utilisateurs, ce sont des utilisateurs qui sont en consultation. Donc, il faut que l'outil de recherche soit immédiatement accessible. Donc, dès lors que l'utilisateur a choisi l'outil de recherche, il a cette barre de recherche en haut. Il ne va pas le surprendre. C'est comme s'il était sur Google et il va pouvoir lancer des recherches simples ou élaborées. Je vais revenir sur les recherches un tout petit peu plus loin. Il a également une possibilité, et ça c'est intéressant, de pouvoir naviguer sous la forme d'une arborescence, même si, précisons-le tout de suite, les documents dans Red Eye ne sont pas classés dans une arborescence de dossiers, comme on pourrait l'avoir dans d'autres systèmes de GED ou sur le système de fichiers Windows. En fait, la base de données documentaire de Red Eye est totalement à plat. Tous les documents sont exactement au même niveau. Mais étant donné qu'ils ont des caractéristiques, qu'à chaque document sont associés un certain nombre de métadonnées, notamment paramétrables,
il est possible de présenter les documents sous la forme d'arborescence, et c'est ces arborescences-là qui sont disponibles ici. Je vais y revenir également. Ensuite, comme je le disais tout à l'heure, on peut segmenter le système Red et naviguer à l'aide de groupes. Donc, on peut créer des groupes, un groupe étant un sous-ensemble d'artefacts. D'ailleurs, un artefact peut appartenir à un ou plusieurs groupes, et donc on peut se placer dans un groupe en particulier. Et donc, la principale utilisation des groupes dans Red Eye, c'est la gestion des projets. Donc, on peut créer un groupe qui correspond à un projet particulier, et donc définir quels sont les documents qui appartiennent à ce groupe, et quelles sont les personnes qui peuvent voir les documents de ce groupe et interagir en fonction de leur rôle sur ces documents. Donc, encore une fois, une gestion très simple et efficace. Lorsqu'on a affaire à des utilisateurs qui sont cette fois-ci des contributeurs, eh bien, ils ont accès également à la partie drafting. Donc, drafting ici, donc, là pour l'instant, les termes sont en anglais, hein, la traduction arrivera dans très peu de temps maintenant. La partie drafting, l'utilisateur va retrouver avec ce bouton directement tous les documents qui sont en cours d'édition, en cours de modification ou de création par lui-même. Dans la partie approval, juste en dessous, eh bien, l'utilisateur va retrouver tous les documents qu'il doit soit contrôler, vérifier ou approuver. Donc voilà, donc finalement le suivi du workflow s'effectue simplement via ces deux entrées de menu. C'est très simple à utiliser. On a également accès à un tableau de bord, c'est beaucoup plus pour les administrateurs, ce qui permet d'avoir une petite idée du nombre de documents en cours de modification, en cours d'approbation, la taille de la base de données documentaire, etc. Et quelques autres informations, notamment de qualité des données, en fonction des données qui sont renseignées, des métadonnées qui sont renseignées ou qui ne le sont pas. Et lorsque l'on doit enrichir cette base documentaire, eh bien, on a simplement un bouton Upload qui nous amène une interface qui nous permet de charger individuellement ou en masse des documents, des artefacts, de créer des nouveaux artefacts à partir de fichiers au niveau de Red Eye. Donc voilà à peu près de comment est fait l'interface. On peut le voir une fois qu'on est sur l'écran de base. En un seul clic, on est directement dans la fonction que l'on a à un moment donné. On doit soit dessiner, soit rechercher, soit approuver. Et donc au deuxième clic, on a déjà choisi, je dirais, la voie que l'on souhaite prendre. Je vais juste expliquer deux, trois concepts sur Red Eye pour que tout le monde parle le même vocabulaire. Vous avez déjà entendu tout à l'heure la notion d'artefact, je vais y revenir. Dans Red Eye, il y a trois termes qui permettent de montrer la structure du produit. Le premier, c'est bucket. Bon, je ne suis pas certain que dans la version française, on conservera directement ce vocabulaire, mais pour l'instant, utilisons-le. Dans un bucket, c'est une base de données documentaire. On va dire qu'un document ne peut appartenir qu'à un seul bucket. Et donc, par contre, un utilisateur peut éventuellement être affecté à plusieurs buckets, et auquel cas, il va retrouver la liste de tous les buckets auxquels il a accès ici dans cette liste déroulante. Donc voilà, ici, je suis dans un bucket qui s'appelle Accruent Partner Industries. Donc, c'est un bucket dans lequel l'éditeur a donné accès à tous ses partenaires dans le monde. Et on m'a également créé ici un bucket spécialement pour moi pour que je puisse configurer des choses et personnaliser des choses. Donc, le premier niveau de segmentation, c'est le bucket, et donc un document ne peut appartenir qu'à un seul bucket. Le deuxième niveau de segmentation, c'est le groupe. On en a parlé tout à l'heure. Donc, un document, par contre, peut appartenir à plusieurs groupes. Hein, voilà, ici, vous voyez, par exemple, ce document-là, il appartient à un groupe qui s'appelle SVSI, groupe admin, à un deuxième groupe qui s'appelle 003 JK, etc. Donc, ce document-là, il est visible depuis ces différents groupes. Si je suis membre de l'un de ces groupes, je peux accéder à ce document, évidemment avec des rôles potentiellement différents. Hein. Dans un cas, je pourrais être celui qui dessine, dans l'autre, celui qui valide, ou dans l'autre, celui qui ne peut que consulter. Donc, avec la notion de groupe et de rôle, on peut créer à peu près tous les scénarios possibles. Donc, nous avons la notion de bucket, la notion de groupe. La troisième notion, c'est la notion d'artefact. Donc, un artefact, donc, c'est beaucoup plus qu'un fichier ou un document. Donc, un artefact, hein, c'est le document, c'est le fichier à l'instant T, c'est l'ensemble de toutes les révisions, c'est l'ensemble de tout ce qui s'est passé, c'est l'historique complet d'un document, de sa création à sa suppression. Donc, on va pouvoir, avec une ligne de temps, comme on le verra tout à l'heure, se promener dans le temps et retrouver toutes les étapes de construction, de conception, de modification
d'annotation de ce document. Voilà. Donc, une fois qu'on a fort de ces trois concepts, une fois qu'on les a en tête, je vais juste profiter du temps qui nous reste pour vous montrer quelques fonctionnalités, par exemple de la recherche. Donc, l'utilisateur qui doit rechercher des documents, eh bien, il arrive directement sur l'entrée de menu Search, hein, recherche, on va dire en français, et il peut directement effectuer sa recherche à ce niveau-là. Donc, il peut faire une recherche très simple, comme s'il était simplement dans Google, en séparant un ou plusieurs mots par des espaces. Si je mets absolument rien dans mes critères et que je clique simplement sur le bouton Search, le résultat de la recherche va être l'ensemble de la base. Bon, c'est vrai qu'ici, dans cette plateforme de démonstration, elle n'est pas très très riche. Il y a 22 artefacts, ou peut-être ce sont seulement les 22 artefacts que moi je peux voir, puisque ça dépend des groupes auxquels j'appartiens. Donc voilà, c'est pour ça que chacun peut avoir une visualisation des documents qui lui est propre en fonction de ce qui a été affecté par l'administrateur. Donc, et bien entendu, comme on le voit ici, on a un grand nombre, donc voilà, si je reprends ici, hop, pardon, excusez-moi, voilà. Oui, donc si je reprends ici, voilà, je peux faire des recherches aussi complexes que je le souhaite, avec des recherches sur le contenu, des recherches sur n'importe quel type de métadonnées, voilà, donc il n'y a vraiment pas de limite. On peut chercher à peu près sur toutes les méthodologies habituellement utilisables. Euh, donc, une fois qu'on fait une recherche, ici, par exemple, je fais une recherche sur l'ensemble des documents, vous voyez que les documents apparaissent sous la forme d'une liste. Et en réalité, vous pouvez modifier cette visualisation et visualiser et donner de manière différente. Je dois juste déplacer une fenêtre, voilà, de façon différente. Ici, sous forme de liste, mais on peut les voir sous forme d'une grille. Ça permet de voir plus de documents et c'est là simplement on va dire, l'organisation de la vue qui change. Donc, ça permet d'avoir, on a toujours un petit aperçu et des informations clés de chaque document. On peut les visualiser sous la forme d'une table, ce qui permet d'avoir à ce moment-là des colonnes avec les valeurs des différentes métadonnées. Et ce qui est intéressant également, c'est qu'on peut visualiser les documents sous la forme d'une cartographie. Donc ici, c'est simplement Google Maps qui a été intégré et on n'a que deux documents qui ont été volontairement géoréférencés. Et donc, ce qui vous permet effectivement d'aller directement sur la cartographie. L'emplacement des documents a été repéré, puisque j'ai rentré les coordonnées. Et si je mets mon curseur sur l'un de ces points, que j'appuie, que je le sélectionne, eh bien, j'ai directement un aperçu du document concerné. Voilà. Donc, c'est une utilisation simple avec Google Maps. Si demain vous utilisez ArcGIS ou un autre système de gestion de SIG, vous allez pouvoir filtrer sur beaucoup plus de paramètres, hein, puisque à ce moment-là, vous aurez des calques au niveau de la cartographie, des notions de région, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Euh, donc, lorsque l'on cherche des documents, soit on utilise des outils de recherche, voilà. Donc, je vais juste faire un petit lire, voilà. Donc, soit on utilise des outils de recherche, soit on veut utiliser les possibilités de navigation. Comme je le disais, comme les données ont énormément de métadonnées, on peut créer des arborescences virtuelles. Donc, ici, par exemple, j'ai une arborescence virtuelle par discipline, et puis ensuite, et à un deuxième niveau, une sous-discipline dans chacune des disciplines. Si je clique au niveau d'une discipline, je vais retrouver tous les documents qui ont été affectés à cette discipline, etc. Et plus je rentre profondément dans l'arborescence, plus le filtrage va s'effectuer. Mais ici, on a une visualisation par discipline et sous-discipline, mais on peut très bien avoir d'autres arborescences. Par exemple, on peut être intéressé de faire une recherche par emplacement géographique. Et donc là, si je prends cette visualisation-là, eh bien, je vais avoir directement tous les continents. Si je clique sur Europe, ben, je vais voir ici directement tous les documents qui sont en Europe. Et si je descends un petit peu dans l'arborescence, ben ici, je vais chercher, travailler sur les disciplines. Vous voyez, puisqu'on a ici demandé à ce que ce soit euh, région, voilà, une unité de production, discipline. Voilà, donc ça, c'est la navigation par arborescence qui est également très pratique.
Lorsque je fais une recherche, j'ai fait tout à l'heure une recherche, je l'avais préparée, et je voulais chercher des documents qui étaient à proximité de cet emplacement-là. Et j'ai sauvegardé ma recherche. Dès qu'on fait une recherche, on peut à tout moment sauvegarder la recherche sous un nom. Et ici, j'en ai fait une que j'ai appelée ici Collège Château-Thierry. C'est à proximité de mon domicile. Et en cliquant sur cette recherche qui a été sauvegardée, je retrouve ici deux documents. Et ce qui peut être intéressant, c'est qu'à certains moments, vous voulez pouvoir partager avec des collaborateurs, éventuellement des collaborateurs sur le terrain, ces informations-là. Vous pouvez à tout moment, par un simple clic ici, produire un QR code que l'utilisateur pourra utiliser avec n'importe quel appareil mobile pour pouvoir directement accéder sur cette page-là avec le résultat de cette recherche. Donc, fonctionnalité qui est assez intéressante. Dernière petite information, je vais rentrer sur cette notion d'artefact. Je sélectionne l'un de ces documents. Donc, lorsque je sélectionne le document, je vais rentrer dans les détails de ce document. Pour commencer, je vais évidemment avoir une visualisation de ce document avec, selon l'état dans lequel il est, la possibilité d'accéder à des outils d'annotation, hein. Donc, si je clique ici sur Review Tools, donc outils d'annotation, je vais pouvoir avoir à ma disposition tout ce qu'on peut espérer comme outil d'annotation, nuages, texte, un peu de géométrie. Voilà, pardon. Voilà, je vais juste revenir sur mon artefact. Je vois ici, lorsque je consulte mon artefact, donc, alors, malheureusement, je n'ai pas rempli toutes les métadonnées, mais on va trouver son nom, son numéro, les groupes auxquels l'artefact appartient, son état au niveau du workflow, hein. Donc ici, je l'ai envoyé en vérification à différentes personnes qui peuvent éventuellement annoter le document. Je peux trouver les détails du workflow, on verra ça en détail dans un webinaire ultérieur. Et je vais retrouver les informations de ce document. Ici, l'ensemble de ces métadonnées, et j'ai la possibilité de les éditer si j'ai les permissions nécessaires. Je vais trouver également l'historique complet de ce document, et ça, c'est une fonctionnalité très intéressante. Je vais voir exactement qui a fait quoi sur le document, et je peux le visualiser ici sous forme d'une liste, mais je peux également le visualiser sous la forme d'une ligne de temps. Voilà, donc ici, par exemple, voilà, je vois le document tel qu'il est à l'instant T. J'ai une petite flèche ici qui me permet de remonter dans le temps pour retrouver le document dans son état précédent et remonter ainsi depuis sa création et les différentes modifications qui ont pu être opérées sur lui. Je peux retrouver ici toutes ces opérations-là sous forme de petites étiquettes et cliquer directement sur l'étiquette et on retrouve directement ce qui s'est fait à cet endroit-là. Il peut s'agir d'une nouvelle révision, il peut s'agir simplement d'une annotation. Bref, tout ce qui s'est fait sur un document peut être consulté via cette timeline, cette limite de temps. Voilà. Donc, dans l'état actuel, je vais me limiter à cela pour cette présentation rapide de ce petit aperçu de Red Eye. Donc, je vais juste fermer cette fenêtre et repasser sur ma présentation. Euh, voilà. Et donc, prochainement, dans les semaines qui viennent, hein, au début d'année 2025, eh bien, nous allons beaucoup communiquer sur cet outil et probablement donc vous proposer d'autres webinaires qui seront vraiment dédiés à des fonctionnalités spécifiques de Red Hat. Comment fonctionne en détail la recherche, comment fonctionne en détail le système de workflow, comment le système s'intègre à la GMAO, comment le système s'intègre à des SIG, euh, et puis voilà, que tout le monde puisse avoir une vision, ou alors on ira également, au-delà des fonctionnalités, voir comment on répond à des problématiques spécifiques de certaines industries. Voilà, donc toute une série de webinars devrait voir le jour début 2025. Donc à ce stade-là, au niveau de ma présentation pour aujourd'hui, j'ai fait le tour. Il y a peut-être, je ne sais pas, il y a peut-être quelques questions-réponses qui Oui, peuvent être. Il y en a? Ah bon, d'accord, merci. bonjour. Je m'appelle Mélodie Junier, je m'apparente à la partie commerciale marketing. On a quelques petites questions, on va prendre 5 minutes. Alors, il y a une question concernant la version française du logiciel, si on a un ordre de date de sa sortie. Oui, tout à fait, hein. Donc, le logiciel, il ne va pas seulement être
être traduit en français, hein. Il va être ouvert à, on va dire, à toutes les langues. Et normalement, au niveau de la roadmap, il est prévu que le logiciel sera disponible en français à partir de la fin du mois de février. Donc, de toute façon, au courant du premier trimestre 2025. Voilà. Ça marche. Et une question concernant le prix. Est-ce qu'il y a un prix indicatif concernant le logiciel? Oui, alors au niveau tarif, évidemment, on ne peut pas directement communiquer dessus, hein, parce que le produit Mhm. n'est pas encore immédiatement disponible en France, il le sera dans très peu de temps. Toujours est-il qu'il est important de comprendre le principe, je peux parler un petit peu du principe de tarification. Ce qui est intéressant, c'est que et on comprend très bien pourquoi, c'est un logiciel sur lequel vont se connecter beaucoup de personnes. Bien entendu, les personnes qui travaillent dans l'entreprise qui a acquis le logiciel, mais également, on l'a vu en amont dans les phases d'études, des ingénieries externes, des entreprises pendant les phases de construction, et puis éventuellement des entreprises de maintenance externalisées pendant les phases d'exploitation et de maintenance. Donc, c'est un logiciel qui ne sera pas du tout indexé, enfin, qui ne sera pas du tout tarifé en fonction du nombre d'utilisateurs. Donc, le principe de tarification sera lié à la quantité d'artefacts que l'on aura à gérer. Donc, c'est quelque chose qui est progressif. Et on est à peu près certain de payer en fonction de son utilisation réelle du logiciel. Donc ça, c'est plutôt bien au niveau du principe de tarification. En réalité, on va le voir, Red sera proposé en trois versions avec des niveaux fonctionnels différents. Une version très simple qui offre assez peu de possibilités de personnalisation mais qui s'adapte, enfin, ça permet de mettre en place très rapidement une solution, sans oublier qu'on pourra toujours progresser, évoluer et mettre en place de nouvelles fonctionnalités en montant en gamme en termes de Red Eye. Une deuxième solution qui s'appellera Standard et qui intégrera un certain nombre de fonctionnalités de Red Eye, mais disons préprogrammées, donc et qui se base sur des standards de l'industrie. Donc, ça permet également de mettre en œuvre très rapidement Red Eye avec finalement très peu de personnalisation, mais avec malgré tout des fonctionnalités très cortiquées, notamment en termes de workflow, et une version qui s'appelle Enterprise, et qui est évidemment celle qui est nécessaire lorsque on veut utiliser Red Eye et l'intégrer avec d'autres outils locaux, hein, GMAO, SIG, etc. Donc normalement, on devrait pouvoir publier des informations tarifaires d'ici fin janvier, début février. Très bien. Bon, c'était les deux questions dans la conversation. D'accord. D'accord. Pour les autres questions que les gens pourraient se poser, bien sûr, restez connectés. Les deux prochains webinaires vous permettront de rentrer dans le détail de cette nouvelle solution prometteuse. Donc, Merci pour votre merci à tous, hein. participation. Hum. Et puis on vous enverra le webinaire par email si vous souhaitez le revisionner. Il sera également sur le LinkedIn de la société. Au revoir.